Pouvons-nous imaginer ce qu'il se passe lorsque 10 000 personnes venues du monde entier se réunissent ensemble dans un même lieu pour méditer durant 2 semaines? C'est l'expérience qu'a voulu réaliser le mouvement de la méditation transcendantale à la fin de l'année 2023. L'objectif ? Influencer la paix mondiale en créant une atmosphère de cohérence sociale grâce à la méditation collective. Cet événement, j'ai eu la chance de le vivre et je vais vous le raconter. Nous sommes le 28 décembre 2023 à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, à Paris. Je m'apprête à embarquer pour Hyderabad, une ville au centre de l'Inde. Mais lorsque je donne mon visa, l'hôtesse est confuse. Mon numéro de passeport ne correspond pas à celui indiqué sur le document. Lorsque j'ai fait la demande sur internet, il y a quelques semaines, j'ai fait une faute de frappe. Un 1 à la place d'un 2. Impossible d'embarquer. Fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé ce documentaire. Je plaisante. Pas question d'abandonner. Ce n'est que le début de cette aventure. Je rentre chez moi et refais une demande de visa. Elle arrivera sous 48 heures. Ce contretemps me donne le temps de vous parler de la méditation transcendantale et de comment elle a changé ma vie. Je m'appelle Géraldine, j'ai 35 ans et j'habite en France. Depuis l'adolescence, je veux faire des films. J'ai fait des études de cinéma à Paris. C'est là que j'entends parler pour la première fois de la méditation transcendantale par le réalisateur David Lynch. Méditation transcendantale. 2 mots mystérieux. Je passe à côté. À ce moment-là, je pense que c'est une pratique réservée aux artistes et aux initiés. Je me trompe. Après mes études, je mets de côté mon désir de réaliser des films. Je ne me sens pas légitime de suivre mon rêve, car je n'ai pas confiance en moi. Je travaille à la régie sur les plateaux de cinéma. Je suis une petite main dans l'ombre, une vie confortable, mais sans éclat. Et peu à peu, je m'éloigne de ma créativité. En 2017, la méditation est tendance, et moi, je suis en quête de sens. J'ai un attrait pour la spiritualité, et j'ai envie de mettre cela en pratique. Alors, faut-il que je parte vivre avec des moines dans un monastère ? Que je télécharge une application qui prodigue des conseils sur comment respirer ? Que je m'inscrive à un cours de yoga ? Je ne sais pas, et rien ne m'appelle vraiment. Et puis, je rencontre Aude. Elle est professeure de méditation transcendantale. Elle m'explique que cette pratique est simple et accessible à tous. Il suffit de s'asseoir, de fermer les yeux et de répéter silencieusement un mantra personnel transmis par un professeur de méditation transcendantale. Ce mantra n'a pas de signification, mais il nous invite à plonger en soi et à explorer un état de détente profond, au-delà des pensées. Je prends rendez-vous avec elle pour recevoir mon mantra. Le 18 octobre 2017, je ferme les yeux et je débute la pratique de l'AMT. Mon corps se relâche, mon esprit s'apaise. 20 minutes passent en un éclair. Depuis, je médite 2 fois par jour. Je ressens tout de suite les bienfaits. Moins de stress, plus d'énergie, mais surtout, je redécouvre ma créativité. J'écris, je dessine, je photographie. Et je comprends peu à peu, la méditation ne change pas seulement l'individu, elle transforme aussi son environnement. Mais nous y reviendrons plus tard, car après 2 journées interminables, mon nouveau visa arrive enfin. Il est 7h du matin, nous sommes le 30 décembre 2023, je rachète un billet pour Hyderabad. Ce soir, je m'envole enfin pour l'Inde. Eh oui, ça y est, je pars en Inde. Après avoir voyagé toute la nuit et une partie de la journée, j'atterris en fin d'après-midi. Je prends un taxi pour rejoindre Kanha Shanti Vanam, le plus grand centre de méditation au monde. Ce lieu accueille habituellement le mouvement Heartfulness. Mais pendant ces 2 semaines, il rassemblera jusqu'à 11 000 pratiquants de la méditation transcendantale. J'aime l'idée que ces 2 mouvements cohabitent. La nuit est tombée quand j'arrive. Je suis exténuée, mais profondément reconnaissante d'être ici. Je rejoins mon amie Isabelle,
qui m'accueille chaleureusement dans notre tente. Valise posée, je prends quelques instants pour découvrir les lieux de nuit. Les visages que je croise sont apaisés. C'est un avant-goût de ce qui m'attend. Je fais un bref passage au dôme, le cœur de l'événement. C'est là où se déroulent les programmes de méditation en journée et que le soir, nous nous retrouvons pour des meetings. Le décalage horaire a raison de moi. Je me couche avant minuit, bercé par le bruit lointain des feux d'artifice qui éclatent dans les villages alentours. 2024, nous y sommes. Une nouvelle année commence. Et je le sens déjà, elle ne ressemblera à aucune autre. Je vois le jour se lever pour la première fois en Inde. L'air est encore frais. Je marche vers le dôme où commence la routine de méditation que nous suivrons tout au long de l'assemblée. Chaque jour, à heure fixe, nous nous retrouvons pour un programme structuré qui débute à 7h30 du matin. Nous commençons par une série d'asanas, des postures de yoga que nous enchaînons pendant une trentaine de minutes. Ces mouvements fluides assouplissent le corps, relâchent les tensions et facilitent la circulation de l'énergie vitale. Ils préparent le système nerveux à un état de relaxation profonde, nécessaire à la méditation. Chaque posture est une invitation à l'attention, un ancrage dans le moment présent. Vient ensuite le pranayama. Ici, la respiration devient un pont entre le corps et l'esprit. Cette étape est essentielle. Elle agit comme une transition. Puis vient la méditation. Contrairement à d'autres approches, elle ne repose ni sur la concentration, ni sur l'observation des pensées. Grâce au mantra personnel, l'esprit plonge naturellement dans un état de calme profond, au-delà des pensées, dans ce que l'on appelle la conscience pure. C'est un repos intense du système nerveux qui permet au corps de se régénérer et à l'esprit de se clarifier. Ceux qui ont appris les techniques avancées, appelées programmes Siddhi, les pratiquent pendant cette phase. Vient ensuite le repos. Ce temps est fondamental. Il permet au bienfait de l'AMT de s'ancrer en nous, profondément. Puis, un nouveau cycle débute, jusqu'à l'heure du déjeuner. Mais avant d'aller manger, je dois vous raconter l'origine de cette technique pratiquée aujourd'hui par des millions de personnes dans le monde. La méditation transcendantale puise ses racines dans une tradition ancestrale. Elle a été introduite en Occident par Maharishi Mahesh Yogi, un maître spirituel indien qui a consacré sa vie à transmettre cet enseignement. Il était l'élève de Swami Brahmananda Saraswati, plus connu sous le nom de Gurudev. Une figure spirituelle majeure en Inde dont il a reçu la connaissance profonde des Védas. Inspiré par cette sagesse, Maharishi a popularisé la méditation transcendantale dans les années 60. Son approche reposait sur une idée simple mais révolutionnaire. La méditation n'est pas une pratique ésotérique réservée à une élite spirituelle, mais un outil accessible offrant des bénéfices tangibles sur le stress, la santé et la conscience. Suffering is dominating life everywhere. Tension and stress and strain are increasing in every country, whether it's a affluent society or a developing nation, but suffering is everywhere. It is possible for every man to go deep within and saturate his conscious mind with inner happiness, with that unlimited intelligence that dwells at the source of thought. The principle of transcendental meditation is simple. Being is bliss in its nature, is infinite happiness. Mind is always moving in the direction of greater happiness. It is the experience of everyone. Wherever the mind goes, it goes in the direction of greater happiness. And because the nature of inner being is bliss, infinite happiness, therefore, the mind during transcendental meditation takes that inward course in a most spontaneous manner. Maharishi ne se contente pas de diffuser la méditation. Il développe une véritable vision pour la paix et l'harmonie à l'échelle planétaire. Il établit des universités dédiées à l'enseignement de la conscience et met en place une structure pour assurer la transmission de la méditation transcendantale
à long terme. Maharishi s'éteint le 5 février 2008, laissant derrière lui un immense héritage spirituel. C'est Tony Nader, neuroscientifique libanais et proche collaborateur de Maharishi, qui reprend le flambeau. Son rôle, faire rayonner l'enseignement à l'échelle mondiale en l'articulant avec les découvertes scientifiques modernes. Mais ce que Maharishi a mis en lumière dépasse largement la pratique individuelle. Il a révélé l'impact collectif de la méditation sur la société. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet Maharishi, je vous en parlerai plus tard. Pour l'heure, nous nous rendons au dining hall où le déjeuner nous attend. Les repas ici sont végétariens. Il n'y a aucune obligation à suivre ce régime lorsqu'on pratique la méditation transcendantale, mais pendant l'assemblée, il est recommandé de ne pas manger de viande, afin de favoriser un état de clarté et d'harmonie. Avant d'être servis, les plats sont bénis selon la tradition indienne. La nourriture est reconnue comme une énergie précieuse. Pour nourrir les 10 000 participants, plusieurs cantines ont été installées à Kanha. Ici, la cuisine suit les principes de l'Ayurveda, une médecine holistique ancestrale considérée comme la science de la vie. Elle repose sur l'équilibre entre les 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha, qui influencent notre état physique et mental. Chaque ingrédient, chaque épice, est pensé pour soutenir la méditation, faciliter la digestion et apaiser l'esprit. Après le repas, je retrouve Charlie et Isabelle pour un moment d'échange. Avec Charlie, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Mais nous avons déjà beaucoup échangé à distance. Isabelle, quant à elle, est une amie de longue date. Elle est aussi professeure de méditation transcendantale. Ensemble, nous échangeons sur ce que nous vivons ici. Ton expérience, ton ressenti. Mais je suis quand même assez surpris parce que quand on fait des petits APM, comme à Belle Bouche, j'ai l'impression que les éliminations étaient beaucoup plus fortes. Ici, et les expériences, non là-bas, les expériences étaient beaucoup plus fortes et les expériences positives et négatives étaient beaucoup plus fortes. Et là, j'ai l'impression que tout est lissé en fait. Ouais. Par contre, j'ai pu vraiment constater, là, il y a 2-3 jours, là, quand j'ai été à Hyderabad dans l'aéroport, j'ai pu voir la différence de fréquence. Et quand on est revenu dans l'aéroport, quand on est rentré dans le village de Kanha, c'est fou, ça. C'était impressionnant, t'avais l'impression de rentrer dans une bulle et vraiment mon corps a fait genre enfin quoi. Et donc je vois vraiment qu'en fait on est dans le programme, on n'est pas sorti du programme et peut-être qu'on voit pas la différence. On verra la différence quand on va rentrer à la maison. Après cet échange, nous passons au dôme avec Charlie. Charlie, tu peux m'expliquer ce que c'est un buddy ? Un buddy, c'est mon pote, c'est la personne qui s'occupe de moi pendant les 2 semaines du cours. Donc on échange, on fait en sorte que l'un à l'autre on aille bien. Quand il y a des fois c'est un peu fort, donc voilà, on a quand même une personne sur laquelle s'appuyer. Voilà. Et là c'est Florian. Totalement. À ce moment-là, je n'avais pas encore de buddy. Mais très vite, je fais la connaissance de Marsha. Marsha est indienne et elle s'illumine en entendant mon français. Passionnée par cette langue, elle saisit l'opportunité d'échanger et nous décidons de nous choisir comme buddy. Bonjour tout le monde. Je suis Marsha. Je suis indienne. Je viens de Bombay. And I'm here for this best event in the world, 10,000 for World Peace. And you will not believe, it is just wonderful, magnifique atmosphere. Et je suis très heureuse d'ici. Et j'ai trouvé beaucoup d'amis aussi, beaucoup d'amis internationaux. And I'm very, 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 very happy. And here you feel that unity, that calmness, that happiness, whatever bliss you are looking for in life. Because, and also, I'm the teacher of transcendental meditation. And I think everyone should learn transcendental meditation to experience that bliss and calmness and happiness. And believe me, with meditation, you can achieve whatever you want. You can be really, really successful in life. It is like living 200% life, 100%
spiritual and 100% material. So that's it. Over. L'après-midi, nous assistons à un meeting. Chaque jour, une nouvelle conférence. Des maîtres spirituels venus de l'Inde, des scientifiques, mais aussi des interventions de Tony Dader. Cela enrichit notre compréhension et nourrit notre pratique. L'événement réunit des méditants venus de plus de 130 pays. Pour que chacun puisse vivre pleinement ces échanges, un impressionnant système de traduction est mis en place. Les discours sont retransmis simultanément en 19 langues, créant ainsi une unité au-delà des barrières linguistiques et renforçant le sentiment de connexion. があります。みんな人間であるという。でもそれは表面的な一つの表現です。Inuit Gurudevin Maharishi Bhashinten Josle Tao Jai Gurudev. Après le meeting de l'après-midi, nous reprenons le programme de méditation. Nous répétons le même cycle que le matin. Puis vient le dîner. Et en début de soirée, un dernier rassemblement sous le dôme. Enfin, nous rejoignons nos tentes pour la nuit. Les journées sont bien remplies et le programme est bien rodé. Pourtant, aucun jour ne ressemble au précédent. Très vite, je m'habitue à ce rythme. Je retrouve de l'énergie et surtout, une envie de créer. Je sors ma caméra et tends le micro aux participants. Je leur demande simplement d'où ils viennent. I'm from Mongolia. We are from South Africa. Cambodia. Du Mali. Armenia. I'm Stephen Heckhouse, and I come from Carmel, California. And it's really good to be here. Iran. I'm from Thailand. Sri Lanka. I'm Dawn Herman from South Africa, and I feel amazing. Brazil. I'm Marta from Hungary. Germany. Portugal. Zimbabwe. Puerto Rico. Namibia. I'm Sebastian. I'm from Argentina. And since we are the champions of football, but you in India are the champions of yoga and Ayurveda. So we came here. Thank you. Jai Gurudev. Je suis touchée par l'idée que des gens soient venus du monde entier avec une même intention. Créer l'effet Maharishi. Je l'ai déjà évoqué, mais il est venu le temps de l'expliquer. Je tends le micro à Cathy. Elle est venue du sud-ouest de la France avec sa maman. Elle m'explique cette hypothèse avancée dans les années 70 par le fondateur du mouvement. Je m'appelle Catherine et j'habite en France, dans les Landes. Je médite depuis 40 ans. On s'est fait initier en même temps, maman et moi. Et maman est devenue prof assez vite. Moi, j'ai vécu ma vie un petit peu parisienne pendant 10 ans. Puis à 30 ans, je suis allée travailler au Brésil. Et là, j'ai réalisé tout ce que la méditation avait fait sur moi. Un travail invisible et profond qui fait que j'avais changé. J'avais élagué des choses qui ne me servaient plus. Et je me suis rendu compte de la puissance de cette pratique, en fait, à ce moment-là, quand j'ai pu me poser aussi avec comme une expérience de pratique et en même temps pas consciente, sans rien rechercher, voilà. Ce que je ressens en ce moment, c'est que je suis dans une période de transition et que le monde l'est aussi. Donc ça coïncide vraiment entre mes aspirations personnelles et celles que je pourrais souhaiter pour le monde. J'ai l'impression que ça me fait des frissons, que si l'effet Maharishi se réalise, et j'y crois beaucoup,
voilà, le monde peut être meilleur parce qu'en fait, ça vient de nous. C'est à nous de le créer. Donc là, on a enfin la possibilité de faire ce choix et de le vivre. L'effet Maharishi, c'est qu'en fait, quand on médite, on influe sur 100 personnes autour de nous, de notre famille, avec qui on est relié, les amis, l'entourage. Et donc, on crée un effet de cohérence. Particulièrement, ce qu'on fait en ce moment ici, c'est d'être dans un timing très précis et de respecter ce timing qui va créer de la cohérence. Donc, par le silence à 10 000 en même temps ou par les chants des pandits, ça, c'est extraordinaire, qui nous portent, et toutes ces pratiques que l'on fait, comment dire, sans aucune intention particulière, ni voilà, enfin on essaye. On crée déjà à l'intérieur du campus une cohérence. Donc c'est fabuleux de ressentir ça. En fait, cette technique, on commence par soi, mais comme on a un effet radiant sur les autres, on pense aux autres aussi. Selon Maharishi, si seulement 1% de la population médite régulièrement, cela suffit à produire un effet de cohérence et de paix dans toute la société. Des chercheurs ont étudié cette idée, notamment en 1976 à Washington, puis dans une vingtaine d'autres villes américaines. On observe que lorsque ce seuil de 1% est atteint, le taux de criminalité commence à baisser. We have had scientific studies, and we have had repeated experiments that have shown the effectiveness of a large group to create world peace and change the trends of time. But it has not yet been adopted on a global level in a very complete way to make it permanent. When peace becomes stronger in the world, power becomes peaceful also. And that's what we want to achieve. Je retrouve Sylvain que je connais bien. Ensemble, nous avons participé à plusieurs retraites. Il se confie sur une épreuve traversée durant l'assemblée et sur la rencontre qui l'a aidé à s'en libérer. J'ai passé toute la matinée, les 2 cycles, asana, méditation, repos, que j'ai fait avec mon groupe des méditants masculins, avec beaucoup de tempêtes très fortes dans la tête et de relâchement, de tension. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, alors que j'attendais depuis que je suis arrivé, vraiment avec une grande impatience, la possibilité de pouvoir écouter les récitations des pandits védiques. Et je me suis dit, tiens, peut-être ce serait bien que tu ailles les chercher. Peut-être qu'ils sont en train de chanter là. Puis j'ai hésité un peu. Et là, tout d'un coup, c'est tombé très fort, comme un appel. J'ai senti, vite, il faut que tu ailles faire ça. Absolument, tout de suite. C'était super étonnant. Et j'ai été les chercher et j'ai fini par les trouver. En m'asseyant avec quelques méditants au fond de leur tente, derrière leur groupe de peut-être 600 pandits, quelque chose comme ça. Et j'ai dû rester pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Ça a été un des trucs les plus puissants que j'ai jamais connus. Et en particulier parce que ça a été comme si ces tempêtes vraiment par moments très violentes, insoutenables juste avant, elles ont été très très fort libérées et nettoyées. C'est difficile de trouver les mots. C'est difficile de trouver les mots. Les vibrations de leur récitation sont... Enfin voilà, je suis très très réceptif à ça et ça a fait... C'est comme si ça avait fait sortir en quelques minutes toutes les larmes de mon corps et de ma tête. Et
Et très vite, ensuite, énormément de joie et de bonheur, quoi. Voilà. Salut. Au cœur du rassemblement, tout au long de la journée, les chants des pandits résonnent. Ils sont plusieurs centaines venus d'Inde et du Népal. Dès leur plus jeune âge, ils sont formés à la récitation des textes védiques. Ces chants ne sont pas de simples prières. Ils participent à une tradition millénaire visant à harmoniser l'environnement et à élever la conscience collective. À Kanha, leur présence est bien plus qu'un accompagnement sonore. Les jours passent vite. Ici, le temps est différent. Je n'ai pas de réseau, donc je ne peux pas envoyer de messages. Alors, je me laisse porter. Et souvent, les rencontres surviennent au bon moment. Je croise Manoli, une amie de longue date. Elle est accompagnée d'Alex. Je leur propose de partager ce qu'ils ressentent, notamment sur le fait de vivre cette expérience entourée de 10 000 méditants. C'est incroyable de voir tout ce monde dans le silence, en fait. Ça m'a impressionnée. Et je me suis dit, ah ouais, là, on est 10 000, on dirait qu'on est 100. Et ça marche. Chacun, en fait, joue son rôle. Tout le monde est nécessaire. Chaque personne apporte une grande différence, en fait, dans ce mouvement de paix. Ouais. Donc, c'est vraiment beau de voir l'attention qu'on partage entre 10 000 personnes et qu'il y a quand même une atmosphère très chaleureuse. C'est qu'on arrive à être complètement en intérieur avec soi-même. Il n'y a pas plus proche que maintenant que moi et moi-même, mais en même temps, de le partager avec tout le monde. Tout est plus simple aussi dans les relations. On parle moins, on se comprend plus vite, plus directement. On est beaucoup plus alignés. Je sais pas, au niveau de la conscience, en fait, c'est ça. Hein. Oui, et je pense qu'il y a quelque chose, il y a un point qui est très important dans l'attitude, en fait, qu'on prend à venir dans cette Assemblée mondiale de la paix. C'est que pour vraiment faire un changement, on fait de notre mieux, en fait, d'oublier notre passé. Et on vient en fait avec vraiment un regard frais et nouveau sur l'instant présent. Et qu'on est vraiment là pour amener en fait, pour amener vraiment quelque chose de nouveau. Alex a raison. Il ne s'agit pas seulement de vivre une expérience, mais de faire émerger un nouvel état. Un état de conscience collective, duquel peut naître la paix. L'Assemblée touche à sa fin. Et cet état, je peux déjà le sentir profondément à l'intérieur. Je sens que quelque chose a changé en moi. Et désormais, c'est inaltérable. Même si cette expérience a parfois été remuante. Être loin de son confort, sans ses repères, c'est aussi une confrontation à soi-même, à ses limites. Antoine le décrit parfaitement dans un poème qu'il a écrit pour l'occasion. Par monts et par veaux, par airs ou par chameaux, à l'appel, ils sont venus. Du chaud et du froid, des hauts et des bas, ils ont tout connu. Des intérieurs en vrac, des limites qui craquent, ce n'était pas prévu. Rave parti la nuit, patraque, je suis, adieu, rêve chéri. Des nuits agitées, des jours embrumés, ils ont tout transcendé. Cours, cours, karma du monde, cours, ils vont te rattraper. Cours, cours, karma du monde, cours, rien ne peut leur résister. Cours, cours, karma du monde, cours, le groupe de 10 000 est né. Avant de ranger ma caméra dans ma valise, je croise une dernière fois Cathy. Elle est accompagnée de sa maman, Marie-France, qui enseigne l'AMT et souhaite apporter son témoignage.
Comme professeur, on peut dire qu'on n'a pas à apprendre à transcender aux gens, ils savent déjà. Ils l'ont pratiqué abondamment dans l'enfance. Quand on voit quelqu'un dans la Lune, un enfant dans la Lune, c'est que le présent qu'il vit ne l'intéresse pas. Il décroche, il transcende, se répare et revient. Donc, voilà, c'est ça. Donc, Nos commentaires, ils sont trop mignons. On a 2 acolytes techniques à l'arrière. Come. Come. On the movie. You're on the movie. Ils étaient très intéressés par le film. Ils sont arrivés main dans la main, trop mignons. Voilà 2 modèles qui contiennent la méditation en naissant. Qui transcendent dans leur regard. Ils ont beaucoup de joie. Quand les 2 enfants sont arrivés, j'étais en train de dire que le rôle du professeur, ce n'est pas de t'apprendre, mais à transcender, mais réveiller cet état, faire un éveil de la conscience. Et parce que la vie n'est pas à apprendre ni à comprendre, mais à vivre. Et c'est ce que donne la méditation. Elle actualise la vie directement. On se met à la vivre. On se met à être et à vivre. Une idée prend vie, celle de créer un groupe permanent de 10 000 personnes, engagées dans une pratique régulière pour faire rayonner la paix de façon durable. C'est un projet ambitieux, mais c'est la suite naturelle de ce rassemblement. De mon côté, je repars transformé et confiant sur ce que l'avenir nous réserve. Alors que je termine le montage de ce documentaire, je me rends compte qu'il est difficile de mesurer l'impact global de cette assemblée à l'échelle planétaire. Mais d'un point de vue personnel, le changement est indéniable. 1 an et demi après avoir filmé ces images, je prends la mesure du chemin parcouru. Depuis que j'ai commencé la méditation transcendantale il y a 8 ans, ma vie s'est embellie. Mais l'année qui a suivi cette expérience collective a marqué un tournant décisif. J'ai enfin osé suivre mon rêve. Je suis devenue réalisatrice. Ce film est le premier que je signe dans ce format. Il est le fruit d'un chemin intérieur, autant que d'un désir de transmission. Et s'il a éveillé en vous une curiosité, une résonance, alors je vous invite tout simplement à en faire l'expérience par vous-même. Parce que les bénéfices de cette pratique ne sont plus à prouver et que vous pouvez simplement les vivre.